Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, et on commence cette vidéo avec un petit rappel sur les nouvelles fonctions YouTube. En bas de la vidéo ici, vous avez affiché le nom du chapitre, et en appuyant dessus, vous aurez alors la liste de tous les chapitres de la vidéo, et vous pourrez alors choisir celui qui vous intéresse, comme par exemple ici la correction de l'exercice 4, et après, si vous le souhaitez, le partager sur les réseaux sociaux. Là, vous avez la liste des exos qui vont être corrigés, avec à chaque fois le sujet dans lequel je l'ai choisi. Maintenant, les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille d'essayer de faire ces exercices tout seul le plus possible. Prenez une feuille, un cahier de brouillon, votre calculette. Perdez pas de temps surtout à rédiger, c'est un entraînement. Et voilà, essayez de faire ça le plus possible tout seul, de vous mettre dans les conditions d'examen. Les maths, c'est un peu comme les dictées, plus on en fait, plus on est à l'aise. Donc profitez des exercices de la chaîne pour vous entraîner au maximum. Et alors vous serez au top pour l'examen. Voilà, on y va pour la correction. Premier exercice, première question. Alors, on choisit comme nombre au départ 2. Il faut vérifier qu'à la fin on obtient 12. Voici le programme de calcul. Donc, ajouter 2 au nombre de départ, donc 2 plus 2, 4. Prendre le carré du résultat précédent. On avait trouvé 4, donc on met 4 au carré, ça va donner 16. Et après, il faut soustraire. Alors, soustraire à quoi ? Ça, c'est la question à se poser. Eh bien, il faut soustraire à résultat précédent. Donc, au résultat précédent qui était 16, eh bien, on doit enlever quoi ? Le carré du nombre de départ. Le nombre de départ, c'était 2, donc on va enlever, 2 au carré. Ça fait 16 moins 4, et on trouve bien 12. Petit b, maintenant on choisit moins 8. Alors à moins 8 on rajoute 2, ça fait moins 6. On prend le carré du résultat précédent, donc moins 6 au carré, 36. Et puis après pareil, il faut soustraire à quoi ? Au résultat précédent, donc à 36. On doit soustraire, enlever, le carré du nombre de départ. Alors attention, le nombre de départ c'était moins 8. Donc on doit enlever, parenthèse, moins 8 au carré. Moins 8 au carré, ça fait 64, donc 36 moins 64, et on trouve moins 28. Deuxième question. Alors, il faut trouver la bonne formule. On va prendre la feuille de calcul. Et puis, on a le fameux soustraire. On va soustraire à quoi ? Le résultat précédent, il est au-dessus. C'est donc le 49. Et puis là, il va falloir enlever le carré du nombre de départ. Le nombre de départ, c'était 5. Pour faire son carré, on va le multiplier par lui-même. Et bien maintenant, il faut mettre ça avec le nom des cellules. Eh bien, le 49, il est dans la cellule B4. Le nombre de départ, le 5, il est dans la cellule B2. Donc, il faut écrire égale B4 moins B2 fois B2. Voilà la proposition qu'il fallait choisir. Question 3, maintenant on choisit x, qu'est-ce qu'on a à la fin ? Eh bien x, il faut ajouter 2, ça fait x plus 2. Le carré du résultat, donc x plus 2 au carré. Et maintenant, comme d'habitude, soustraire au résultat précédent le carré du nombre de départ, donc le carré de x, x au carré. Voilà ce qu'on obtient. Et on doit montrer qu'on peut l'écrire autrement, et notamment 4x plus 4. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va casser les parenthèses. Et qu'est-ce qu'on remarque ici ? On a une identité remarquable, a plus b au carré.
Alors si vous n'avez pas vu les identités remarquables, vous faites x plus 2 fois x plus 2. Double distributivité. Ici, on va utiliser l'identité remarquable, donc a carré plus 2ab plus b carré. Voilà ce que ça donne. Et après, eh bien, on soustrait x au carré. Les x au carré vont se simplifier. Et on retrouve bien le résultat demandé. Question 4. Si on choisit un nombre entier au départ, est-ce qu'il est exact que le résultat sera toujours un multiple de 4? Alors, on a vu que le résultat peut s'écrire sous la forme 4x plus 4 si on prend au départ un nombre noté x. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des 4 partout et on nous parle de multiples de 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre ce 4 en évidence, comme ceci. 4x c'est 4 fois x, et 4 c'est 4 fois 1. Alors, pourquoi ça? Bien, parce que là, on voit un facteur commun, et on peut factoriser comme ceci. 4 facteur de x plus 1. Et alors donc, si x, le nombre au départ, est un nombre entier, et que je lui rajoute 1, eh bien, ce nouveau nombre sera toujours entier. Un nombre entier plus 1, c'est toujours un nombre entier. Donc on a un nombre entier qui est multiplié par 4. Ma conclusion, c'est bien un multiple de 4. Exercice 2. Alors on a une mère et sa fille qui rentrent à la maison. Voici le trajet sur un graphique. Première question, indiquez le temps mis par la mère pour rentrer chez elle. Alors la mère c'est en rouge. Voilà le dernier point. Et quand on regarde en abscisse, eh bien ça fait 2 heures. Elle a mis 2 heures pour distance parcouru 10 km. Déterminer la vitesse moyenne. La vitesse, c'est une distance sur un temps. On a vu qu'elle a fait une distance de 10 km pour un temps de 2 heures. On n'a plus que la formule, distance sur temps, 10 km sur 2 heures, 10 divisé par 2, 5 km/h. Petit c, la distance parcourue par la mère est-elle proportionnelle au temps? Eh bien, si on la trace comme ça, qu'est-ce qu'on voit? On a une droite qui passe par l'origine. Conclusion, eh bien, on a une situation de proportionnalité. Deuxième question. La fille est partie à 16 heures, elle arrive à 17h50 et elle a fait une pause. Il faut indiquer la durée de la pause. Alors, eh bien, une pause, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la distance n'augmente plus. On n'avance plus. Par contre, le temps, lui, continue d'augmenter. Donc, graphiquement, eh ben, on va avoir un plat. Voilà, comme ici. Et alors, combien de temps dure cette pause? Eh bien, si on regarde sur le graphique, qu'est-ce qu'on a? On a 2 carreaux. 2 carreaux. Et quand on regarde l'abscisse, 1 heure, c'est quoi? Eh bien, c'est 4 carreaux. Donc, 2 carreaux, ça va être la moitié d'une heure, une demi-heure, 30 minutes. Petit b. Quand a-t-elle couru le plus vite? Avant ou après la pause? Alors, on va commencer par regarder ce qui se passe avant la pause. Avant la pause, on part de l'origine. Elle avance d'un carreau en abscisse et de 3 carreaux en ordonnée pour arriver au point de la pause. Alors, un carreau en abscisse. Ça fait combien de temps? Eh bien, on sait que 4 carreaux, c'est 1 heure. Donc, un carreau, eh bien, 1 quart d'heure. On divise par 4, 0,25 heures. Bon, on sait que ça, c'est 15 minutes. Mais on va le laisser comme ça. Et puis, en termes de distance, eh bien, 3 carreaux, 3 km. Elle a donc fait 3 km
pour 0,25 heures, on peut calculer la vitesse, distance sur temps, comme ceci, et ça donne une vitesse de 12 km/h. Voyons voir maintenant après la pause. Alors, elle part d'ici, elle avance de 4 carreaux et quelque chose. Donc on ne sait pas trop graphiquement combien ça va être, à peu près donc à 1 heure. Voyons voir avec les données d'énoncé, elle part à 16 heures, elle arrive à 17h50. Donc on a en tout un trajet qui va durer 1h50. Mais on sait qu'elle a fait une pause de 30 minutes, ça on l'a calculé tout à l'heure. Et puis on vient de voir qu'avant la pause, ça avait duré 15 minutes. Si on retire tout ça, on va pouvoir trouver le temps de parcours après la pause. Ce qui nous donne 1 heure et 5 minutes exactement. Maintenant, en termes de distance, eh bien, elle a fait précisément 7 km. Et si on veut comparer avec ce qu'on a trouvé avant la pause, on avait obtenu une vitesse de 12 km/h. Qu'est-ce que cela signifie ? 12 km/h, eh bien, elle a parcouru 12 km en 1 heure. Enfin, c'est l'équivalent. Et là, après la pause, en 1h05, elle fait que 7 km. Donc là, c'est flagrant, hein, c'est évident. Elle a été beaucoup plus rapide avant la pause. Troisième question, combien de fois la mère et la fille se sont retrouvées au même endroit et au même moment ? Eh bien ça, il faut regarder les points d'intersection. On en a un ici et un à ce niveau-là. Donc, elles ont été 2 fois au même endroit et en même temps. Question 4. Alors on a une fonction f qui va représenter le parcours de la mère. Il faut trouver quelle est son expression. Alors on a vu que c'était une droite passant par l'origine, une situation de proportionnalité. Eh bien ça, on reconnaît une fonction linéaire, donc sous la forme, eh bien, a fois x, un coefficient qui multiplie x. Donc déjà, ça élimine la dernière, il nous reste donc les 2 premières possibilités. Voyons voir graphiquement. On va prendre, eh bien, 2 points pour trouver ce coefficient, la pente de la droite. Eh bien, du premier point pour aller au deuxième point, qu'est-ce qu'on fait ? On va monter ici de 10, et puis après se décaler de plus 2. Attention aux graduations, hein. Là, on compte, on va pas donner la valeur en carreaux, hein, mais on donne la valeur en heures. Donc, plus 10, plus 2, on fait le rapport pour trouver le coefficient de proportionnalité ou le coefficient directeur de la droite, ce qui nous donne 5, d'où l'expression de f de x égale 5x. Exercice 3. Alors Nora veut ouvrir un magasin de souvenirs et elle a 2 fournisseurs. Première question, par lecture graphique, il faut déterminer le prix à payer pour acheter 200 tours Eiffel avec le fournisseur A. Alors 200 tours Eiffel, on se reporte sur la droite et on trouve 500 €. Petit b, Nora a dépensé 1300 € avec le fournisseur B, ça fait combien de tours Eiffel ? Voilà, on va sur l'ordonnée, 1300, on vient sur l'abscisse et on trouve 600 tours Eiffel. Deuxième question, ces fournisseurs proposent-ils des prix proportionnels au nombre de tours Eiffel ? Alors, qui dit proportionnalité dit une droite passant par l'origine. Eh bien, on le voit uniquement pour le fournisseur A. Question 3. Alors, le fournisseur A, on va dire que c'est une fonction f et il faut trouver son expression.
Alors on sait que c'est une fonction linéaire puisqu'on a la proportionnalité. Donc f de x égale a fois x. On nous donne f de 100 égale à 250. Calculons f de 100 avec cette expression. Eh bien f de 100 ça va être a fois 100. Et ça doit être égal à 250. On doit donc résoudre cette équation en petit a. Il suffit de diviser par 100. Et on trouve 2,5. D'où l'expression de f de x égale 2,5x. Petit b, il faut calculer f de 1000. Eh bien, on va remplacer x par 1000 dans l'expression. 2,5 fois 1000, ça fait 2500. Ensuite, Nora veut acheter 1000 tours Eiffel. Quel est le fournisseur le moins cher dans ce cas-là? Alors si on regarde le fournisseur A, on cherche 1000 sur l'axe des abscisses et on ne trouve pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le résultat que l'on vient d'obtenir. F de x égale à 2,5x, c'est l'expression de la fonction f du fournisseur A. On veut 1000 tours Eiffel, ça nous fait 2500 €. Pour le fournisseur B, eh bien, cette fois, on a 1000 sur l'axe des abscisses. On se reporte sur leurs données et on trouve 1800 €. Conclusion, c'est le fournisseur B le moins cher. Question 4. Alors, Nora contacte un troisième fournisseur et il lui demande un paiement de 150 € et puis après 2 € par tour Eiffel. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, donc 150 €, on paye ça au début et après, dans ce cas-là, ici, on a une tour Eiffel à 2 €, 1 fois 2, 2, 150 plus 2, 152. Pour 100 tours Eiffel, eh bien, on paye les 150 au début. 100 tours Eiffel à 2 € chacune, ça fait 100 fois 2, 200. 200 plus 150, on trouve bien 350. Et on va faire pareil pour la suite. 150 au début, 200 tours Eiffel à 2 € chacune, 150 plus 200 fois 2, 150 plus 400, et ça fait 550. On utilise le même calcul pour 1000. 150 plus 1000 fois 2, 150 plus 2000, 2150. Et pour x, eh bien 150 plus x fois 2, ce qui fait 150 plus 2x. Petit b, avec 580 €. Combien de tours Eiffel elle peut acheter avec ce fournisseur? Eh bien, on a dit que le prix à payer c'était 150 plus 2x avec x tours Eiffel achetés et on veut que ça coûte 580. On a donc eh bien cette équation à résoudre. 150 plus 2x égale 580. On commence par soustraire 150 pour isoler le x, ce qui fait 2x égale 430. Maintenant, il n'y a plus qu'à diviser par 2. Et on trouve 215 tours Eiffel. Petit c, on doit résoudre cette équation. Alors, on va soustraire 2x pour qu'il n'en reste plus que à gauche du égal. Maintenant, on divise par 0,5 et on trouve 300. Expliquez à quoi correspond la solution trouvée. Alors, eh bien, on reconnaît que 2,5x, c'est la fonction linéaire du fournisseur A. Et 150 plus 2x, on vient de le voir, c'est la fonction affine du fournisseur C. Et qu'est-ce qu'on a? On a une égalité.
Donc, eh bien, en achetant 300 tours Eiffel, Nora va payer le même prix avec le fournisseur A et avec le fournisseur C. Exercice 4. Alors là, on est dans une station de ski avec différentes formules. Il faut commencer par compléter ce tableau. Alors la formule A, on paye 36,50 € par journée de ski. On fait 6 journées, eh bien on va payer 36,50 x 6. 10 journées, 36,50 x 10. Voilà ce que ça donne. Formule B, alors cette fois on paye un abonnement de 90 €. Et puis après, eh bien ça va être un peu moins cher, ça sera 18,50 € la journée de ski. Donc si on veut faire 6 journées de ski, on va payer 90 € l'abonnement, plus après 18,50 x 6. Pour 10 journées, l'abonnement plus 18,50 x 10. Voilà ce que l'on obtient. Et enfin la formule C, eh bien, on paye 448,50 € pour avoir, eh bien là, un accès illimité pendant toute la saison. Donc, peu importe le nombre de journées de ski que l'on fait, on va payer le même prix. Question 2. Alors, on a 3 fonctions. Petit a, laquelle de ces 3 fonctions représente une situation de proportionnalité? Bon, bah ça on sait, hein, c'est une fonction linéaire, donc sous la forme a fois x. Et là, on retrouve l'expression h, 36,5x, que l'on identifie à la formule A, 36,50 € par journée. Ensuite, eh bien, la fonction f qui est 90 plus 18,5x, on reconnaît la formule B. On a les 90 € d'abonnement et les 18,50 € de prix par journée de ski. Là, on a une fonction affine. Et enfin, par déduction, les 448,50 € d'abonnement pour un accès illimité, ça c'est la fonction G, c'est pour la formule C, que l'on appelle une fonction constante. Elle est toujours égale à la même valeur. Petit c, calculer le nombre de journées de ski pour lequel le montant à payer avec les formules A et B est identique. Alors, formule A, on sait que c'est 36,5x. Formule B, 90 plus 18,5x. Il faut que ça soit égal puisqu'on veut le même prix. On a donc une équation à résoudre. Alors, on soustrait 18,5x. Voilà ce que l'on obtient. Une petite division et ça nous donne 5. Donc, 5 journées de ski. Troisième question. Alors là, graphiquement, on a des droites et il faut retrouver les 3 fonctions. Alors, on voit tout de suite la fonction constante, qui est la droite D1. Ça, c'est la formule C. Ensuite, on voit l'origine du repère et une droite qui passe par l'origine. C'est une fonction linéaire, donc la formule A. Et il nous reste, eh bien, D3, la troisième droite, qui est la formule B, la fonction affine. Petit b. Déterminer le nombre maximum de journées pendant lesquelles Marin peut skier avec un budget de 320 €. Alors, 320 €, on est là. Qu'est-ce qu'on rencontre comme droite? Eh bien, la formule A. La formule A, on est en dessous de 9 journées, un peu moins. Donc, il pourra faire que 8 journées. Si on continue, on rencontre la formule B, et là, on est en dessous de 13 journées. Donc, il pourra faire 12 journées.
La formule C, c'est impossible, hein, il n'a pas assez, puisque c'est 448, là, il a que 320. Donc, eh bien, il pourra faire 12 jours de ski avec la formule B pour 320 €. Voilà la meilleure offre. Petit c, déterminer à partir de combien de journées de ski il devient avantageux de choisir la formule C. Puisque la formule C, elle est assez chère, donc à partir de combien de journées, c'est intéressant. Voyons donc la formule C, là, tout en haut, en vert, droite D1. Alors, intersection avec la formule A. À partir de ce point-là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la formule A en rouge est au-dessus de la formule C. Donc, c'est plus cher si c'est au-dessus. Si on continue, eh bien, on a un deuxième point d'intersection avec la droite de la formule B. Donc, à partir de là, eh bien, la formule B est au-dessus de la formule C, donc c'est plus cher. Eh bien, donc, c'est à partir de ce point-là que la formule C va être la moins chère des trois formules. Donc, c'est à partir de 19 quelque chose. Eh bien, on va prendre au-dessus, hein, forcément. À partir de 20 journées de ski, la formule C est la plus avantageuse, la moins chère. Voilà pour cette vidéo, merci, bon courage à tous, bon courage pour vos révisions et pour l'examen. Et à bientôt!